Maegovan Tolkien Dili, Imlimbaere Maflin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'histoire des enfants de Húrin. Le temps est venu pour Túrin d'entrer un peu plus dans le vif du sujet en vivant hors du royaume du Doriath, au milieu d'une bande de hors-la-loi. Cet épisode est la suite directe des autres. Je vous encourage donc à regarder cette histoire depuis le tout début. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, Túrin avait grandi au royaume du Doriath après avoir quitté sa mère. Là-bas, il était devenu grand, fort et avait été instruit comme s'il avait été un enfant elfe. De ses 17 à ses 20 ans, il apprit l'art de la guerre dans les régions septentrionales du royaume, en défendant ses frontières contre les orques, aux côtés notamment de l'elfe Beleg. Mais un malheureux incident qui provoqua tout de même la mort d'un des conseillers du roi, Saeros, poussa Túrin à fuir ce beau pays, persuadé que jamais Thingol ne lui pardonnerait d'avoir causé la mort d'un elfe. Mais Thingol l'innocenta quand il eut connaissance de toute l'affaire, et des messagers furent dépêchés pour tenter de retrouver Túrin dans les contrées sauvages, pour lui annoncer son absolution. Túrin, se pensant désormais hors la loi, quitta donc le Doriath secrètement et partit vers l'ouest, dans la zone forestière en dessous du Teiglin, où il erra. En effet, son orgueil interdisait à Túrin de rentrer au Doriath. Le royaume de Nargothrond, quant à lui, restait fermé aux étrangers depuis la mort de Finrod. Il dédaignait le peuple de Haleth qui vivait dans le Brethil, et il n'osait pas se rendre dans le Dor Lomin, qui était assiégé et ne laissait que peu de chance à un homme seul de parvenir à y pénétrer. Túrin n'avait donc pas vraiment d'autre choix que d'errer dans ces terres sauvages. Là, avant la Nirnaeth, beaucoup d'hommes du peuple de Haleth avaient établi une vie simple et solitaire, vivant de la chasse et de l'agriculture. Mais la plupart étaient morts ou avaient fui dans la forêt du Doriath. Le peu qui restait vivait dans la crainte à la fois des orques et des hommes hors la loi, qui sillonnaient la région. À cette époque, de nombreux hommes erraient là. Des hommes désespérés, ayant traversé batailles et défaites. Des criminels qui avaient dû fuir leur pays, ou autres hommes sans foi ni loi, proscrits, dont le cœur était endurci au point d'en vouloir à tous les humains. Ces hommes chassaient et cueillaient ce qu'ils pouvaient. Mais souvent, ils en venaient à voler et piller lorsque la faim ou d'autres besoins impérieux les étreignaient. C'est-à-dire ? Ce n'est pas précisé pour le moment, mais clairement pour moi c'est une des premières et seules allusions à la question des désirs sexuels dans les écrits de Tolkien. Sans vous spoiler, une scène décrite plus tard devrait vous le confirmer. L'hiver, ces hors-la-loi étaient tout aussi craints que les loups, et les habitants de ces régions les avaient surnommés les Garwaith, les hommes-loups. En résumé, des personnes tout à fait sympathiques à côtoyer. Les quelques courageux habitants qui occupaient encore les domaines du bois du Teiglin avaient d'ailleurs pour habitude, en plein cœur de l'hiver, de déposer de la nourriture à des endroits stratégiques où les Garwaith pouvaient la trouver. Ce n'était pas par pitié, attention, c'était surtout pour éviter que ces hommes en viennent à les attaquer s'ils avaient trop faim. C'est une bande d'environ 60 de ces hommes qui nous intéresse plus particulièrement dans cette histoire. Au-delà des marches occidentales du Doriath, dans les bois, une soixantaine de hors-la-loi avaient formé une bande. Suite à des rixes et autres épreuves, il n'était d'ailleurs plus qu'une cinquantaine. C'était donc une bande particulièrement dangereuse, et sur ses gardes, qui postait toujours des gardes aux alentours pour ne jamais être surpris par qui que ce soit. Leur chef se nommait Forweg, il était blond, grand et hardi. Il avait autrefois appartenu au peuple de Hador, mais il n'avait pas respecté les coutumes des Edain, le menant à cette vie d'errance. Mais il savait encore faire preuve de sagesse et de générosité. Il y avait également Androg, le plus cruel de tous, chassé du Dor Lomin pour avoir tué une femme. Alglund, un autre homme du Dor Lomin, le plus vieux de la bande, quant à lui, avait fui lors de la Nirnaeth Arnoediad. Leur vigilance les avertit rapidement de la présence de Túrin dans la région, et tandis que ce dernier débouchait dans une clairière au bord d'une rivière, il se trouva tout à coup encerclé par des hommes qui le tenaient en joue avec leurs arcs et leurs épées. Túrin s'arrêta, et sans qu'aucune peur ne le saisisse, les apostropha, s'étonnant d'être piégé par des hommes et non par des orques. Forweg l'avertit qu'il s'agissait de leur territoire et qu'ils ne laissaient personne y pénétrer sans qu'ils le payent de leur vie ou d'une bonne rançon. Túrin rit, en disant qu'étant en lui-même un banni, hors-la-loi, il n'y avait que peu de chances qu'il puisse retirer une rançon contre lui, mais qu'il comptait vendre très cher sa peau. N'ayant pas d'arc, il se baissa pour ramasser une pierre pour lui permettre de se défendre contre les armes pointées sur lui. Túrin eut le nez creux, car au moment où il se baissait, un des hors-la-loi, irrité par les paroles fières de Túrin, lui tira une flèche dessus, qui aurait dû l'atteindre au visage s'il était resté debout. Túrin lui balança alors à la tête la pierre qu'il avait ramassée, en représailles de cette attaque surprise.
Vu ce qu'il a fait à Saeros avec un gobelet, je ne suis pas sûr que le gars va apprécier. Non, en effet, l'homme tomba par terre, le crâne fracassé par le projectile. Turin leur proposa alors de rejoindre leur rang, tout naturellement, leur suggérant qu'il leur serait sans doute plus utile que celui qui venait de tuer, qui, clairement, ne savait pas obéir aux ordres de son capitaine, étant donné qu'il avait tiré de son propre chef. Je commence à apprécier Turin, moi. Je trouve qu'il a un sacré culot. Forweg fut tenté par la proposition, mais Turin, avant, demanda si le reste de la troupe était d'accord pour l'accueillir au sein de leur bande. Ulrad, un ami de l'homme qui venait d'être abattu, protesta, ainsi qu'Androg du Dorlomin. Il dit qu'il trouvait que tuer un membre de leur bande pour se faire une place n'était pas des plus... polis, malins. Mais Turin, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, leur proposa donc de l'affronter armé ou à main nue pour prouver son utilité. Ulrad fit marche arrière, mais Androg se planta devant Turin et après l'avoir toisé du regard, affirma qu'aucun d'eux ne pouvait l'affronter en combat singulier. Il accepta donc qu'il les rejoigne. Androg ajouta qu'il avait un éclat étrange dans les yeux et qu'il semblait être un homme dangereux, avant de lui demander son nom. Turin, qui ne voulait rien révéler de sa véritable identité et de son histoire, se présenta comme étant Nathan, le dépossédé. Il intégra donc la troupe de hors-la-loi sous ce nom, leur disant seulement qu'il avait été victime d'injustice. Mais tous avaient deviné qu'il avait été haut placé de par sa cotte de mailles et ses armes forgées par les elfes. Très vite, Turin gagna la considération des hors-la-loi, car en effet, c'était un vaillant combattant, très habile dans les arts forestiers, et qu'en plus, il n'était pas cupide. Il le respectait, lui faisait confiance, mais craignait ses colères, qui étaient souvent brusques et incompréhensibles. De la cour du roi Thingol à une bande de hors-la-loi, sacrée déchéance sociale quand même. Dans les toutes premières versions, cette partie de l'histoire n'existait pas du tout. Il est juste mentionné que Turin chasse pour survivre dans les terres sauvages et qu'il est rejoint par d'autres personnes, notamment Beleg, avec qui il combat ensuite les orques, faisant entendre parler d'eux partout au Beleriand. Turin vécut donc parmi eux, car c'était plus simple de vivre dans les contrées sauvages entouré d'autres hommes que seul. Et comme il ne pouvait pas tout le temps se disputer avec ses compagnons, il ne s'opposa que rarement à leurs actes criminels. Il frappait tous ceux qui se mettaient au travers de leur route, qu'ils soient orques, humains ou elfes. Lui qui avait grandi élevé par Morwen, puis par les elfes, s'habitua donc à une nouvelle vie, faite de violence, de méchanceté et de cruauté. Il en ressentait parfois de la pitié et du dégoût, ce qui le mettait en rage. Dans d'autres versions du texte, il rejoignait également une bande de hors-la-loi, mais composée d'humains et d'elfes. Il passa l'année ainsi, et grâce à cette étrange compagnie, il ne connut pas la faim pendant l'hiver. La bande de proscrits était, comme hiver, restée près des habitations des hommes du Teiglin. Ils recevaient les dons de nourriture en hiver avec bien moins de gratitude que les bêtes. Et si les habitants étaient plutôt tranquilles, c'était plutôt grâce aux chiens de garde et aux palissades, aux fossés et aux enceintes fortifiées qui entouraient chaque domaine. Il était d'ailleurs difficile d'attaquer ces hommes, même hors de leur maison, chaque domaine étant relié par des chemins tracés d'où les habitants pouvaient sonner du corps en cas de besoin. Sortez-vous les doigts du cul! Avec l'arrivée du printemps, la zone commençait à devenir dangereuse pour les hors-la-loi, car les habitants, reprenant courage, pouvaient en venir à se rassembler et les pourchasser. Turin, légitimement, se demandait donc pourquoi diable Forweg et les autres préféraient rester si près des habitations alors qu'il y avait plus de gibier dans le sud et moins de monde qui pourrait les pourchasser. Turin, un matin, remarqua l'absence de Forweg et d'Androg, et lorsqu'il demanda où ils étaient, il ne récolta que des rires. Voulant s'échapper un peu de l'ambiance maussade du camp, il alla donc se balader. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, il entendit soudain des cris, et vit sortir d'un buisson une jeune femme dont les vêtements avaient été déchirés par les épines, totalement effrayée, qui trébucha et tomba à terre. Turin dégaina son épée et se rua vers le bosquet d'où un homme était en train de surgir à la poursuite de la jeune femme. Il frappa un grand coup, et s'aperçut alors qu'il s'agissait de Forweg, le chef de sa bande. Il regardait encore hébété le sang s'écouler quand surgit Androg, qui stoppa net, étonné lui aussi. Androg sortit son épée, furieux après Turin, mais ce dernier, plein de stupeur, demanda à son compagnon où étaient passés les orques qui les pourchassaient. Moi, c'est mignon. C'est un grand naïf, le Turin, hein. Androg lui fit clairement comprendre qu'il n'y avait pas d'orques et qu'il se contentait de satisfaire leurs besoins auprès de cette jeune femme qui avait eu la mauvaise idée de s'éloigner un peu trop de chez elle. Mais Turin lui dit alors que c'était bien dommage pour lui car ils avaient croisé sa route et qu'il ne le laisserait pas faire, sous peine de le tuer également. Androg, conscient qu'il perdrait s'il se battait contre Turin, renonça, mais prévint Turin que leur compagnon n'apprécierait pas ce meurtre.
La jeune fille, saisissant sa chance, enjoignit Túrin à tuer Androg, lui promettant une belle récompense de la part de son père s'il lui ramenait les 2 têtes d'homme-loup. Mais Túrin refusa de tuer son compagnon pour de l'argent ou quelconque autre faveur, et la renvoya chez elle avant d'enjoindre Androg à enterrer leur capitaine avant de regagner leur campement. Il devait se hâter selon lui, car une fois la jeune fille de retour chez elle, l'alerte serait sans aucun doute lancée contre eux. La jeune femme partit alors, se retournant à plusieurs reprises vers Túrin avant de disparaître. Et tandis que Túrin repartait de son côté, Androg le fixa, essayant de comprendre le mystère que représentait alors Túrin à ses yeux. C'est la seule mention claire d'une tentative de viol dans les écrits de Tolkien. Même si le mot n'est jamais utilisé, on comprend parfaitement quelle était l'intention des deux hors-la-loi, et on voit également qu'Androg ne comprend pas du tout pourquoi Túrin n'en a pas profité pour satisfaire ses propres besoins auprès de la jeune fille. Túrin arriva au campement où les hommes étaient inquiets, pestant contre Forweg qui les faisait rester trop longtemps au même endroit afin de satisfaire ses désirs. Túrin leur suggéra donc de prendre un nouveau capitaine, vu que de toute façon Forweg était mort. Il leur raconta ce qu'il s'était passé et leur reprocha au passage leur conduite. Lorsque Androg revint, il confirma les dires de Túrin, en rajoutant que l'alerte n'avait finalement pas été donnée. Il sous-entendit que la fille espérait peut-être recroiser Túrin. Androg ajouta ne pas comprendre quelles avaient été les intentions de Túrin, mais qu'il lui restait reconnaissant de ne pas lui avoir coupé la tête. Túrin prit une fois de plus la parole, s'adressant à toute la bande. Il leur demanda de choisir. Soit il le désignait comme nouveau chef, soit il le laissait partir. Il précisa également que s'il souhaitait le tuer, il vendrait cher sa peau. Plusieurs hors-la-loi allaient saisir leurs armes pour un terrible combat à mort lorsqu'Androg s'interposa. Il rit en disant que Túrin se faisait une fois de plus une place auprès d'eux en tuant quelqu'un. Il rappela alors à ses compagnons qu'ils n'y avaient pas perdu au change la première fois, et que peut-être cela serait pareil cette fois-ci. Túrin reformula sa question, leur promettant de les mener dans les solitudes sauvages, à l'abri des hommes. Ceux qui avaient appartenu au peuple de Hador l'acceptèrent. Les autres le firent aussi, mais de moins bonne grâce. Dans une autre version du conte, Túrin révélait au hors-la-loi son vrai nom à ce moment-là, et affirmait qu'étant légitimement le seigneur de Forweg, homme du Dor-lómin, il n'avait fait que son devoir en le punissant. Algund, le plus vieux de la bande, disait alors comprendre enfin qui le regard de Túrin lui rappelait, car il avait connu ses parents avant la Nirnaeth. Dans cette version, c'est parce que Túrin se révélait que les hors-la-loi venant du Dor-lómin acceptaient alors de le prendre comme chef. Sans plus attendre, Túrin les guida alors hors des bois du Teiglin, vers les terres sauvages. Enfin bref! J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite de ce conte. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarye, Tolkien Dili.